épisode spécial. Je suis accompagné de Christophe. Comment vas-tu? Très bien, Nicolas. Plaisir de te retrouver. Oui, après toutes ces tribulations-là, on a fini par réussir à se reconvenir d'un moment ensemble. Nous avions convenu d'aborder les enquêtes. On avait abordé certains éléments de risque, de sécurité physique. Et les enquêtes font partie du grand ensemble de sécurité, sûreté, cybersécurité et tout ça. Donc, je te laisse commencer avec ce sujet parce qu'il est quand même assez vaste et très intéressant. Il y a des parallèles dans le monde physique qu'on peut transposer assez bien dans le monde cyber et comment tout ça peut s'articuler. Ouais, tout à fait. C'est vrai que quand on parle d'investigation cyber, souvent il y a un malentendu dès le départ. Constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est forcément ultra technique, que c'est que uniquement réservé à des spécialistes derrière des écrans avec plein de lignes de code. En réalité, la cyber-investigation, c'est d'abord une affaire de technologie et surtout de méthode. Moi, j'aime bien dire en général que c'est pas trop comment on attaque ou comment on se défend, mais plutôt dans quel ordre on fait les choses. Et c'est là où le parallèle il va se faire. Alors, si on prend un peu de recul, finalement, l'investigation numérique, la cyber-investigation, on n'a rien inventé. Elle s'inscrit dans une tradition très très ancienne. Quand un avion un incident, on démonte pas tout avant d'avoir observé sur un crash. Un accident industriel, on nettoie pas le site avant que les experts soient passés pour vérifier quel hydrocarbure a pu exploser, des choses comme ça. Dans une enquête judiciaire, pareil, on n'efface pas les traces en général, on essaie d'éviter d'enlever les empreintes, des choses comme ça, avant de commencer à réparer. Voilà. En cyber, on a fait l'inverse. les ingénieurs, le début, ils ont fait l'inverse. Il y a 15 ans, 20 ans, ils se sont dit, tiens, on va plutôt, nous, c'est la production qui nous intéresse, donc on va d'abord réparer et puis on verra ensuite. Ce qui a fait que pendant très longtemps, c'est très compliqué de faire de l'investigation. Et c'est là, après, on pourra parler notamment la différence entre un enquêteur et un ingénieur, ça peut être intéressant. Très intéressant. Puis j'aime le fait qu'en cyber, on a tendance à effacer les preuves rapidement parce qu'il y a une pression de retour en production. Et pour le nombre d'incidents que j'ai eu à gérer, il est arrivé des cas où, de façon regrettable, nous avons effacé les preuves rapidement parce qu'on nous avait dit qu'il n'y avait aucun intérêt à aller en enquête. Et ça, si je peux donner un conseil, n'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit effacer les preuves tout de suite parce qu'on n'ira jamais en enquête. Il y a toujours quelqu'un qui va réapparaître. On a besoin d'une enquête quelque part. Donc, faites jamais ça. Agissez que chaque incident mène nécessairement à une enquête. Soyez prudents. Ça c'est mon conseil, mon expérience. Je me suis brûlé une fois puis j'ai pas beaucoup apprécié la situation. Ouais, je partage et l'expérience et le retour. Il y a toujours quelqu'un, que ce soit une autorité, que ce soit en interne, que ce soit en externe, tout le monde à un moment donné va se poser des questions. Des fois, ça peut prendre même du temps. Le boomerang peut revenir bien longtemps après. Et on le voit dans les contre-enquêtes, ça arrive même parfois d'avoir plusieurs dizaines, plusieurs vingtaines d'années après des contre-enquêtes qui arrivent. Et du coup, c'est vrai que ces éléments-là, j'avais même envie de dire que c'est extrêmement important de les conserver. On le voit par exemple dans les affaires criminelles. Aujourd'hui, on a des moyens technologiques qui nous permettent de résoudre des crimes qui n'étaient pas possibles il y a plusieurs dizaines d'années en arrière. Mais je pense qu'on est un peu dans le même esprit dans le cyber. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas la compréhension de tout l'écosystème criminel ou qu'on peut pas dire qu'il s'est pas passé quelque chose. Et du coup, je le dis avec beaucoup de respect pour les ingénieurs, parce qu'ils sont indispensables et on travaille tous les jours avec. Mais ils sont formés pour faire fonctionner, imaginer et créer des systèmes. Et leur objectif, c'est rétablir le service, le sécuriser et les remettre en production. C'est leur boulot et c'est magnifique ce qu'ils font. L'enquêteur, lui, c'est absolument l'inverse. L'enquêteur, lui, il cherche pas à réparer tout de suite, il va chercher à comprendre. Il va dire, attendez, vous bougez pas, on va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti de où? Quand? Qui? Comment? Et tout ça, ce sont des étapes qui sont différentes.
C'est des temps aussi de réaction, des temps de réflexion qui sont différents. Parce que ça demande de la veille. Au moment où il y a quelque chose qui se passe ou qui s'est passé, en général, un bon enquêteur, que ce soit en cyber ou dans d'autres domaines, il va d'abord voir ce qui se passe un petit peu la veille dans son secteur, dans son écosystème, voir si ça parle, si ça discute, s'il y a des choses qui sont arrivées, s'il y a d'autres personnes ou d'autres organisations à qui c'est arrivé. Ça peut donner des éléments aussi, d'information, voir si c'était isolé ou si c'est tout le monde. Ça peut être un petit peu différent. En tout cas, ça oriente les recherches différemment. Et puis, il va se poser des questions sur les derniers arrivants, les dernières technologies qui ont été changées, etc. Est-ce que ça vient de personnes qui ont été embauchées récemment? Est-ce que ça vient d'un changement de prestataire? Est-ce que ça vient d'une nouvelle techno parce qu'il y a eu un change l'année dernière? Bref, il va se poser toutes ces questions-là. L'ingénieur, il va vouloir rebrancher tout de suite le système, alors que si c'est le système qui est corrompu, ou justement ce change qui a été corrompu, ou un compte d'un utilisateur qui a été corrompu, bah forcément ça va pas être bon. Et c'est là des fois où ça s'accroche un petit peu, hein, on peut le dire. Ça a des réunions souvent animées, mais toujours intéressantes. Je sais pas si c'était le cas, peut-être tu as eu l'occasion certainement. Ou dans plusieurs, oui. En enquête, ou en tout cas en forensic, il y a toujours cette tension-là entre les deux univers, et les questions qu'on pose, des fois, vont créer des malaises inattendus chez les gens d'opération notamment. Là. Tout à fait. Bah, c'est des métiers un peu opposés. Hein. On va dire qu'on doit, pour la même réponse, on a des temps qui sont différents avec des questions qui vont à l'inverse. Moi, ça m'est arrivé de collaborer avec des ingénieurs qui étaient extrêmement compétents techniquement, et on leur demandait de chercher à tel ou tel endroit et ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas pourquoi on devait chercher un endroit où pour eux, logiquement, ça pouvait pas se trouver. Mais c'est tout le problème, c'est exactement le problème. Donc on dit mais si, mais regarde quand même, parce que c'est peut-être justement là où tu cherches pas, ou justement là où on veut cacher les choses, que ça se trouve. Et ça, c'est très difficile pour quelqu'un qui est extrêmement technique de se dégager de ça, et c'est plutôt logique. Et donc c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble, déjà, c'est la première chose. Et puis de timer. Et c'est pour ça, c'est le rôle un petit peu du management, un petit peu aussi de la direction, c'est d'être capable de timer, de travailler en parallèle sur des temps différents, en respectant un ordre. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. L'ordre est très important. Puis ça, en enquête, contrairement en opération, on peut être un peu plus aléatoire, mais en enquête, l'ordonnancement des choses est excessivement important. Et la documentation qu'on fait aussi, qui est très différente de celle qu'on va faire pour les systèmes quand on les met en place, on le documente d'une façon. En enquête, c'est une autre façon dans laquelle on opère. Exactement. On pourrait penser que bien gérer un incident, c'est aller vite. Pas du tout. Hein. En réalité, bien gérer un incident, c'est agir au bon moment. On dit souvent, il faut pas être là tout le temps, il faut être là au bon moment. L'ordre, il est quasiment universel. Hein. C'est observer, comprendre, décider et agir. C'est dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'observer, comprendre et décider, on est obligé de le faire de manière très longue. On peut observer, comprendre et décider de manière rapide, et ensuite prendre la décision. Quand on inverse cet ordre-là, en général, ça pose des problèmes. Quand on agit avant de comprendre et de réfléchir, ça pose souvent des problèmes. Or, évidemment, problèmes graves d'usine, etc., qui pourraient évidemment compromettre. Hein. On imagine de l'OT ou des choses comme ça. Il peut y avoir des problèmes mécaniques. Il faut couper tout de suite pour des raisons de sécurité, pour protéger les gens. Mais à part ces cas-là, sinon, vaut mieux prendre un petit peu de temps de réflexion. Et du coup, plus on est préparé, plus on est capable d'agir vite. Mais c'est là où j'allais rebondir sur ce que tu mentionnes. C'est le point, c'est l'enquête, c'est une chose, et ça se fait dans le grand ensemble de gestion d'incidents. Et il y a un lien entre les deux, justement, qui est assez fort, parce que la gestion d'incidents va s'assurer, justement, quand tu parles d'un incident industriel, dans lesquels les gens sont préparés, vont être capables d'intervenir pour limiter le problème. Comme en TI aussi, d'ailleurs, on est capable de limiter le problème sans nuire à l'enquête. Et les deux, justement, en état de préparation, doivent se positionner correctement. Donc, c'est pas dire de ne pas agir, mais c'est dire d'agir de façon concertée et dans l'objectif d'arriver à l'enquête subséquemment.
Ouais, complètement. Le réflexe, hein, un exemple qui est très courant, hein, c'est il y a un incident qui survient, un système potentiellement compromis. Le premier réflexe qui est classique, qu'on retrouve régulièrement, c'est on redémarre, on réinitialise, on corrige, on remonte des backups. Et souvent, parfois, on vérifie même pas que les backups soient pas infectés. Techniquement, ça paraît logique. D'un point de vue de production aussi, mais en fait, c'est une catastrophe au niveau de l'enquête. C'est une catastrophe parce que là, on efface clairement toute la chronologie. Parfois, on va même détruire des journaux, des mémoires, des connexions aussi, parfois, qui pourraient être intéressantes. Donc, on perd la compréhension du comment et du par où, en fait, à ce moment-là. On sait toujours pas qui, Oui. mais en tout cas, déjà, le comment et par où, là, déjà, on perd. Oui, puis je vais rebondir un peu parce que c'est l'aspect particulier du cyber qu'on retrouve un peu moins dans les autres domaines, puis aussi qui est une incompréhension des ingénieurs qui développent les systèmes, c'est qu'on doit observer parfois l'attaquant dans son état naturel pour réussir à découler des choses. Et ça, on est dans un contexte plus d'intelligence, comme on pourrait dire en anglais, qu'on retrouve dans les corps policiers notamment, où on retrouve dans les services de renseignement militaires, par exemple, où on va observer de façon à ce qu'on soit capable de comprendre l'attaquant et d'aller plus loin. Et ça, c'est très contre-intuitif pour les gens en TI en général de penser qu'il y a un humain dans le système, il faut observer l'humain dans le système. C'est un peu très contre nature à ce que j'ai pu constater là, de mon expérience. Ah ben tout à fait, je partage complètement. C'est contre nature, mais et à la fois c'est pour. Alors il existe plusieurs façons de le faire. Il y a certains systèmes aussi qui sont pensés pour, hein, qui permettent d'orienter l'attaquant vers une zone qui va un peu d'une sorte de pot de miel, hein, et donc du coup ça va lui permettre de l'observer, de comprendre ce qu'il veut faire, ce qu'il cherche, etc., tout en sécurisant le système. Donc pas toutes les entreprises et les organisations sont capables de le faire, mais en tout cas ça existe, ça se fait. Et là, et ce que tu dis, c'est super important, c'est que ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est que l'ingénieur lui sécurise le périmètre, que ça ne s'aggrave pas, que ça ne s'élargisse pas. Et pendant ce temps-là, l'enquêteur, il va demander à figer tout ce qui doit l'être. Pendant qu'on sécurise le périmètre, pendant qu'on a réussi à isoler et un petit peu à ce que finalement l'attaquant tourne un petit peu dans un pot, à ce moment-là, l'enquêteur va dire moi je veux ça, je veux ci, je veux telle donnée, je veux telle information, va chercher ci, va chercher ça, etc., etc. Et au fur et à mesure, l'ingénieur, lui, son travail, ce serait idéalement de réduire le périmètre le plus petit possible. Et puis une fois qu'on a compris ce que la personne cherchait, voulait, etc., quand c'est possible, à ce moment-là, on sort et on coupe et puis on restaure tout ce qu'on peut. C'est évident. C'est contre nature et souvent quand on dit ça, les ingénieurs disent mais non, mais c'est hors de question de laisser la personne continuer. C'est très compliqué. Et donc là, souvent, il faut être fin négociateur pour y arriver. Mais ça, c'est tout le travail justement aussi qui est intéressant dans ce genre de situation. Notamment, oui, cette négociation-là de contradiction dans laquelle on doit naviguer. Puis c'est aussi le résultat de que les systèmes n'ont jamais été conçus pour permettre ce genre de fonctionnement à vide qui laisse l'attaquant pas causer de dommages, mais d'exister encore pour la saisie de la preuve. Peu de systèmes, en tout cas, à ce que je connais, ont été capables de le tolérer sans qu'on ait un travail d'équilibriste à arriver au niveau limiter les dommages, mais permettre l'enquête de façon approfondie. Oui, complètement. Surtout que, alors, il y a plein de choses qui viennent prendre en compte, c'est que du coup, une enquête cyber qui est mal conduite, qui est mal dirigée, hein, c'est pas seulement un problème informatique qu'on a, c'est un problème juridique. C'est un problème d'assurance, c'est un problème de gouvernance et parfois même de crédibilité, d'image et de fuite de données. Donc, il n'y a pas que la technique et il n'y a pas que la remise en service et la production qui est dans l'impact. On a tout un tas de choses à côté. Donc, c'est très important après coup d'expliquer ce qui s'est passé parce que quand la direction ou les assurances ou les partenaires ou les victimes, hein, ça peut être là-dessus, ou même des autorités vont demander ce qui s'est passé. Si on a effacé les preuves nous-mêmes, souvent la réunion se passe pas bien, hein, par expérience.
Oui, quand je parlais d'une expérience où j'ai appris, je me suis fait chauffer sans en donner une. Heureusement, c'était pas moi qui avais pris la décision mais il demeure que je m'étais fait chauffer quand même au passage que les preuves n'étaient plus disponibles au niveau que l'enquêteur avait besoin. Ouais, complètement. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que souvent la cyber-investigation, c'est pas trop un métier du passé, mais au contraire, c'est un métier de maturité. C'est une organisation, elle investit dans des outils, c'est très bien. Ensuite, on investit dans des procédures en général. Et puis un jour, elle investit dans sa capacité à comprendre ce qui se passe réellement. Parce que ni l'outil ni les procédures sont là pour comprendre ce qui se passe, elles sont là pour maintenir l'entreprise, maintenir l'organisation. Mais par contre, en général, à la fin, on comprend qu'il faut aussi comprendre son écosystème. Et combien d'écosystèmes nous avons vécu, nous avons observé, pour savoir que parfois, même ceux qui les opèrent ne les comprennent pas toujours. Notamment, c'est très complexe. Et là, c'est où ça joue énormément sur la version incident, pas nécessairement enquête. La capacité d'avoir la maîtrise et la connaissance de son environnement est un plus très important sur la capacité de faire gérer l'incident correctement. Et encore plus d'être un outil, un levier utile pour les enquêteurs parce qu'on est capable d'arriver beaucoup plus rapidement à isoler le dit attaquant et de ne pas briser les preuves quand on est dans un environnement qu'on connaît mal. On va être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. On va tout casser et les enquêteurs vont être un peu tristes des informations qui vont rester après ça. Ou l'ampleur du travail de reconstruction qui devrait être faite pour arriver à des preuves intéressantes. Et oui, parce que en fait, c'est une dimension qui est très humaine au final. On l'oublie peut-être parce qu'on parle toujours de système d'information, etc. Mais c'est très, très, très humain. Derrière tout ça, il y a des décisions, c'est des choix techniques, c'est des erreurs, c'est des mauvaises interprétations, des mauvaises anticipations, une mauvaise connaissance de l'écosystème ou des menaces. Des fois, c'est des intentions malveillantes. L'enquêteur, lui, il cherche à reconstituer l'histoire. L'ingénieur, lui, va fournir les éléments pour la comprendre. Je comparerais ça un petit peu comme un traducteur avec une institution internationale, par exemple, qui aurait besoin d'un traducteur. Le traducteur, il va lui faire comprendre la langue. Ça, c'est le rôle de l'ingénieur. Et par contre, le décisionnaire, il va pouvoir, en fonction de la traduction et de l'élément qui vont lui être donnés, pouvoir prendre des décisions. Et on a vu dans l'histoire que parfois, certaines traductions, quand elles étaient mal faites, amenaient des mauvaises décisions. Parfois stratégiques et politiques, et même parfois ont été manipulés sciemment par les services dont tu citais tout à l'heure, des traducteurs qui ont une mauvaise traduction pour prendre des mauvaises décisions, c'est tellement pratique. Du coup, on pourrait imaginer la même chose. L'ingénieur, s'il donne une mauvaise traduction à l'enquêteur, il pourrait être aussi induit en erreur. Donc il faut créer des binômes qui apprennent à travailler ensemble, qui apprennent l'un langage de l'enquêteur et l'autre langage du technicien, et pour arriver à quelque chose de très performant. C'est souvent pour ça qu'on parle de team. Oui, puis c'est très humain, puis c'est très difficile. Puis quand on gagne en maturité organisationnelle et professionnelle comme individu, c'est là qu'on se rend compte effectivement que ces langages-là sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes significations. Et de naviguer dans ces environnements, c'est très complexe. Et quand on rajoute, là, tu parles du binôme de l'ingénieur, de l'enquêteur, là, rajoute un avocat dans l'histoire, rajoute les communications dans l'histoire, rajoute un gestionnaire, un manager énervé. C'est magnifique la soupe qu'on obtient de tout ça et de réussir à aligner et de s'assurer qu'on est dans la bonne direction et qu'on arrive au résultat. C'est un défi qui est assez important, là. Ah oui, c'est un point qui est hyper important parce que aujourd'hui la cybersécurité c'est plus une affaire que de spécialistes qui sont enfermés dans une salle au sous-sol avec des canettes énergétiques ou autres et des paquets de chips. C'est aujourd'hui la direction générale, les élus, les dirigeants, les citoyens, tout le monde aujourd'hui en a conscience. Donc ça veut dire aussi qu'on monte d'un niveau, c'est-à-dire que l'explication, expliquer un incident, il devient de plus en plus important. Il y a de plus en plus de personnes qui demandent des comptes par rapport à avant. Donc ça, c'est effectivement à chaque fois qu'on va rajouter un élément perturbateur ou une question qui est évidemment, il va falloir aller chercher notre réponse. Et ça, c'est et l'enquêteur et l'ingénieur qui doivent le faire de concert et un petit peu à avoir comme un orchestre, que ça soit quand on joue avec un groupe de copains ou que dans un grand orchestre philharmonique,
chacun a une partition à jouer et chaque son, chaque musique correspond à quelque chose. Et ben là, on peut aussi comparer à ça, l'ingénieur à la sienne, l'enquêteur à la sienne, et c'est le concert des deux qui fonctionne. Absolument. Si on revient un peu plus profondément, peut-être un peu moins dans l'humain, mais la technique, qu'est-ce que ça prend pour se préparer? Parce que là, on parle un peu du complexe, de la complexité devrait être les deux. L'enquêteur doit se préparer et doit également, idéalement, préparer l'organisation quand c'est possible. Y a-t-il des chemins plus intéressants et essentiels, en tout cas, du moins, de commencer en maturité là-dedans? Oui, la préparation, c'est pas prédire l'attaque, hein, comme tu dis, c'est essayer de décider à l'avance un petit peu comment on pourra réagir. Alors, on en a parlé tout à l'heure, on a des outils qui vont nous y aider, des bons choix d'outils. Et là aussi, on peut intégrer dès le départ au choix des outils des enquêteurs. Puisque du coup les éléments qui ces outils-là vont fournir, peut-être que l'enquêteur va dire moi c'est pas assez, ça correspond pas à ce que j'ai besoin. Donc déjà dans les consultations, dès le choix des outils ou des plateformes, peut-être mettre ces profils-là dans les consultations, en tout cas qu'ils puissent leur donner leur avis technique sur les éléments, puisque c'est ces outils-là qui vont fournir les éléments au final. Les procédures de la même manière, la procédure de réaction, etc. Il faut que du coup l'enquêteur puisse avoir un œil dessus, consultatif, parce que du coup ça va permettre de mettre peut-être les choses dans le bon ordre justement, parce que lui peut-être va dire non attention, il faut passer cette étape-là d'abord, il faut penser à appeler telle personne, il faut penser à faire ça. Déjà en réactivité, c'est souvent quand même l'ingénieur qui va être quand même le plus en termes de temps le plus réactif. Donc du coup, si tout de suite il prend la procédure avec le bon outil, la bonne procédure avec le bon outil, le temps que l'enquêteur arrive, que l'équipe se forme, déjà on a gagné beaucoup d'étapes et on a évité beaucoup de problèmes. Donc je pense que déjà intégrer cette notion-là dès le choix des procédures et des outils, c'est déjà une très bonne pratique. Ensuite, il faut aussi, on est obligé de parler de réglementation parce que quel que soit le pays où on est, on a une réglementation qui est liée à ces investigations. Comme on l'a dit, ces répercussions-là, elles peuvent être juridiques, peut-être assurantielles, elles peuvent être bien plus larges. Et donc, il faut aussi qu'on s'intéresse un petit peu et donc faire une sorte de veille juridique à ce qui se passe dans les tribunaux, que ce soit administratif, judiciaire, parce que s'il y a une enquête judiciaire qui est liée, peut-être que la juridiction, elle va nous demander merci de remonter 3 mois en arrière, 6 mois en arrière, telle donnée. Et peut-être que c'est pas forcément celle auquel l'organisation a pensé. Peut-être qu'elle a limité parce que pour des questions de coût, pour questions de plein de choses, elle a peut-être limité la capacité de remonter, de sauvegarde, etc. Ou de type de données. Donc, je pense qu'il y a aussi à croiser des informations avec le besoin judiciaire des services d'enquête dans le pays où lequel on est, parce qu'il y a des réglementations. Et en plus, par secteur, il y en a des différentes. Les fournisseurs d'accès ont des réglementations différentes que les TPE, PME, les petites entreprises, en tout cas. Peut-être que les grandes structures, infrastructures critiques, ont aussi d'autres obligations en termes de délai de conservation de données et de type de données à conserver qui sont différentes. Donc il faut faire cette veille juridique qui est indispensable. Tout ça en amont pour s'assurer que le jour où ça arrive, on ait tous les éléments et qu'on puisse fournir effectivement aux autorités ou à la direction les éléments. Ensuite, on a la preuve en elle-même, la preuve numérique en elle-même. Et là, on va parler du hash, notre fameux hash, le fameux hash qui nous permet, qui est un petit peu l'ADN numérique, qui nous permet de calculer à l'instant T en fait comment se trouve un système. Et ce hash-là, il doit être fait avant toute autre opération. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui va permettre de confondre les preuves, d'en faire des copies dans la mesure du possible. Suivant la taille et tout ça, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, dans la mesure du possible, pouvoir faire le copie de maximum de choses pour pouvoir travailler sur ces informations-là en toute sécurité, tranquillement, et pouvoir aussi continuer l'investigation. Pouvoir Il y a une enquête très importante chez vous. Effectivement. Donc voilà, c'est le chien policier qui intervient parce qu'il a vu quelqu'un passer dans la rue. Il a alerté qu'il y avait quelqu'un, une potentialité très lointaine d'une attaque chez vous. Exactement.
Alors, donc du coup, donc ce hash numérique et cette conservation de preuves, ça nous permet de comparer les versions et de s'assurer que ce qu'on va proposer comme preuve ou journalisation est la bonne, n'a pas été modifiée entre-temps, n'a pas été corrigée, n'a pas été différente, ou voire même aussi pour vérifier qu'on n'a pas rajouté d'autres choses entre-temps. La même chose par rapport aux versions de logiciels. Très souvent, moi j'ai vu dans des enquêtes cyber que les contre-experts, au bout de plusieurs années, parfois même, plusieurs mois, plusieurs années, ne trouvaient pas les mêmes résultats dans une contre-expertise, donc souvent la partie adverse, que l'enquête initiale. Très rapidement, on a demandé aux magistrats, aux juges et aux enquêteurs de préciser exactement les types de versions de logiciels d'enquête numérique, les types de logiciels dans lesquels ils utilisaient. Parce que aujourd'hui, si on fait une enquête, j'utilise tel logiciel avec telle version, je suis capable de remonter tel ou tel type de données. Dans 6 mois, dans un an, il y aura certainement une autre version de ce logiciel-là qui va me permettre d'obtenir beaucoup plus d'informations. Et donc du coup, forcément, la contre-expertise sera faussée. Et donc c'est toujours très très important de conserver une trace des logiciels d'enquête. Les logiciels d'enquête cyber, il y a un certain nombre de logiciels d'enquête dédiés à l'investigation numérique, mais que ce soit nos logiciels qui sont attaqués, nos systèmes qui sont attaqués, leur version, leur mise à jour, tout dans le détail, de conserver tous ces éléments-là à l'instant T. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le réflexe peut-être de lancer un patch avec une mise à jour, ça fausse la donnée, puisque du coup, si on n'a pas fait cette capture d'écran-là, ou si on l'avait pas conservé un petit peu avant, en amont, eh bien, l'enquête pourrait être faussée, parce qu'on pourrait dire, j'ai été attaqué sur telle version, alors que c'est faux, l'ingénieur l'a déjà remonté, a déjà patché, et donc du coup, on n'est déjà plus sur la version qui a été réellement attaquée. Donc tout ça, ce sont des éléments effectivement à vérifier en amont et idéalement à conserver de manière le plus historique possible. Et documenter, ça revient aussi énormément à ça. On Oui. n'a peut-être pas assez dit ouvertement, mais le degré de documentation des gestes qui sont posés est très élevé, beaucoup plus élevé. On en a, au point où tu parles là des numéros de version, qu'est-ce qui est utilisé, la façon que les choses ont été faites, la façon que la preuve a été recueillie, la façon que ça a été analysé doit être documentée. Oui. Justement parce que si on se fait challenger en contre-expertise plus tard, on doit recréer cet écosystème, un peu comme tu dis, cet écosystème-là qui était valide à cette époque-là. Quitte à ce que, si les versions de logiciels d'analyse ont changé, on va donner plus d'informations, mais qu'on puisse comprendre pourquoi les nouveaux outils d'analyse d'enquête vont nécessairement être plus performants, mais de comprendre les limites au niveau du moment de l'enquête aussi. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est important, de comprendre les limites, les possibilités, et puis les capacités qu'on a. On a évidemment, quand on a une équipe entière à disposition, c'est pas la même chose quand on a juste un ingénieur et quelqu'un qui connaît un peu le système d'enquête. On ne peut pas avoir les mêmes résultats. Dépend aussi des moyens de l'organisation. Il y a des organisations qui ont peu de moyens. Du coup, forcément, ils ont peut-être pas d'outils aussi performants. Et donc, forcément, sur une même attaque entre deux structures, l'investigation peut être différente aussi. Donc, toujours prendre du recul dans une investigation cyber, toujours prendre du recul et pas aller trop vite à la conclusion. Moi, je le remarque très souvent dans les exercices de crise qu'on propose à nos clients et partenaires. Et quand on les dirige, on voit très souvent quand on est observateur quand tu déroules l'exercice de crise, c'est que souvent, ils essayent toujours de trouver très vite, parce qu'ils prennent ça un petit peu comme un jeu finalement, toujours essayer de trouver très vite et très vite alerter la direction en disant j'ai trouvé, c'est ça. Et souvent ils se trompent complètement et du coup ça c'est une vraie erreur, de vouloir aller essayer de conclure trop vite et il faut prendre le temps d'analyser les scénarios, il faut comprendre, et plus on va s'entraîner justement, que ce soit dans des crises de crise ou même en interne, plus on va s'entraîner, plus on va documenter, plus on va capitaliser sur ça, et plus le jour où il y aura quelque chose de grave, on saura comment réagir. Oui, puis c'est un élément très important qui différencie la gestion de crise, la gestion de l'incident et l'enquête.
en gestion d'incident, on est toujours dans un contexte de fonctionnement dégradé et on prend des décisions avec de l'information incomplète. Donc, les décisions qui sont prises doivent s'adapter au gré de ce qu'on a dans les mains. L'enquête n'a pas cette exigence de vitesse de réaction puisqu'elle doit aller en profondeur et analyser avant d'arriver à la conclusion. Fait qu'il y a un changement de paradigme qui est important. Fait que si on fait juste l'incident puis on fait de l'enquête après, on va comme quand on conduit un automobile sur l'autoroute à 120 km/h, puis on arrive dans une zone de 50 ou de 40, c'est très difficile de redescendre la vitesse pour s'adapter à la vitesse dans laquelle on est rendu. Donc, de changer ce paradigme-là est très important. Et pour l'avoir vécu un incident, quand on communique de l'information vers le haut, ils se souviennent juste de la première information qu'on a communiquée, même si dans les faits, on devrait, l'information, c'est connu que ça change parce qu'en gestion d'incident, d'heure en heure, on n'a pas les mêmes informations, donc les conclusions ne sont pas les mêmes et les décisions changent. C'est très difficile de renverser une perception quand l'information est remontée vers le haut, une fois qu'on l'a communiqué. Puis en enquête, là, ça tue, c'est final. Tout à fait. Alors moi, c'est une des choses qu'on dit le plus souvent à nos clients sur ces situations-là, sur ces exercices, c'est que souvent on leur apprend à dire je ne sais pas ou je ne sais pas encore. Ou à l'instant T, voici la situation. C'est peut-être pas grand-chose dans la rhétorique, mais c'est extrêmement important pour le décisionnaire qui, lui, va beaucoup plus comprendre ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire de prendre une décision avec des éléments partiels et des éléments qui vont aussi arriver. C'est-à-dire être capable de dire je ne sais pas pour l'instant ou je n'ai pas encore assez d'éléments pour vous communiquer, parfois vaut beaucoup mieux que de donner quelque chose, d'une information qui va être contraire peut-être 2 heures après. Donc effectivement, parfois, non pas, le but c'est pas de faire de la rétention d'informations, de tout cacher, mais quand on sait vraiment pas, qu'on a un gros doute, peut-être parfois c'est intéressant de prendre un petit peu de recul. Donc, ou en tout cas de bien le faire comprendre à la personne ou les personnes qui vont être décisionnaires dessus. Ça, je rejoins complètement, et c'est pour ça aussi que ces entraînements-là ils sont nécessaires. Et pour les équipes techniques, on en a parlé, pour que l'ingénieur et l'enquêteur travaillent ensemble, mais aussi pour la direction, pour qu'ils comprennent justement cette vision et ce recul-là, de parfois aussi eux d'attendre avant de demander certaines informations ou de comprendre pourquoi ils les ont pas tout de suite. Parce que c'est aussi frustrant pour un décisionnaire et une direction de se dire les équipes travaillent, mais me répondent pas, je comprends pas, et on peut le comprendre. Ils ont des enjeux financiers, ils ont des enjeux juridiques, donc on peut comprendre qu'ils sont attentifs et qu'ils veulent rapidement savoir ce qui se passe. Et du coup, c'est bien aussi qu'ils s'entraînent avec les équipes pour justement prendre ce recul-là et peut-être parfois laisser un peu les équipes travailler et prendre les informations qu'au bon moment. Oui, puis je rebondis sur le volet d'entraînement, puis c'est très important, surtout en enquête par un incident. Puis c'est ça c'est très fascinant en cyber notamment, mais pas exclusivement. On a peu d'entraînement. Ça commence à rentrer dans les mœurs de faire des entraînements qui sont des tabletop pour peu importe la structure qui est faite. Quand dans les corps organisés, notamment la police, les pompiers, les militaires, tous ces gens-là qui, leur seul et unique travail, c'est de répondre à des crises, à des incidents, ne font que s'entraîner constamment et sont sollicités une fois de temps en temps. Et nous, on est l'inverse. Nous, on répond constamment et on s'entraîne peu. Oui. C'est sûr on est à un énorme désavantage quand on arrive sur un incident si on ne s'est pas entraîné avant, parce que les réflexes ne sont pas là, les habitudes, justement, comme tu mentionnes, et pas juste ceux qui répondent à l'incident, mais les décideurs n'ont pas cet entraînement-là, donc on va se montrer une impatience qui est malsaine à la gestion d'un incident et d'une enquête. Là. Oui, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en introduction, c'est qu'on a pris le problème un petit peu inverse en cyber, on a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et bien, c'est un petit peu exactement la même chose. C'est qu'effectivement, les corps que tu as cités s'entraînent 95% du temps. Et quand ils sont pas en activité, ils sont obligés de s'entraîner. Et c'est exactement ce qu'on fait pas assez. Ça commence, la réglementation, on y revient à chaque fois, mais la réglementation nous les impose aussi de plus en plus parce qu'ils le constatent. Donc souvent, ça passe par là. Donc, et on a beaucoup parlé de sensibilisation il y a quelques années. Aujourd'hui, la sensibilisation, elle est à peu près comprise et intégrée. Et effectivement, maintenant, c'est à l'entraînement.
Et plus on va s'entraîner, c'est compliqué aussi pour des équipes et des directions de comprendre, d'accorder du temps à ces équipes qui ne seront pas productives tout de suite. C'est un coût, c'est une charge, c'est plein de choses. Donc c'est difficile parfois de comprendre que finalement s'entraîner, c'est peut-être ne jamais avoir de problème ou avoir un problème qui aura des impacts très faibles le jour où ça surviendra. Mais c'est un investissement en fait, c'est pas une perte d'argent, c'est un vrai investissement sur le temps long. Et le temps long, c'est extrêmement important. Il faut pas prendre les choses de manière trop réactive et comme parfois on a tendance à le faire sur d'autres sujets. Mais c'est facile. Bon, on reprend l'exemple des corps organisés parce que eux, qui soient payés à ne pas travailler, à pas être productifs, c'est assimilé depuis le temps qu'ils le font, depuis le temps que le rendement est fait. Mais en même temps, ces gens-là sont souvent dans un contexte régalien, donc c'est l'État qui les paye et on accepte plus facilement que c'est comme ça. On arrive en entreprise, l'impératif de rentabilité ou de productivité, là, si on veut le mesurer comme ça, vient complètement annihiler la capacité à s'entraîner puisque on n'est pas perçu comme étant productif. Là. Puis je l'ai vu dans beaucoup d'organisations, puis je ne vois pas de maturité. Autant dans les petites et les grandes organisations, puis même les multinationales, il y a peu de maturité sur ce besoin-là au niveau cyber. On va l'avoir dans des plans de mesure d'urgence, sécurité physique, ça c'est fait dans les très, très grandes organisations. On arrive en cyber, on est inexistant, on est oublié, généralement aussi. Ils ne nous incluent pas dans les PMU, ils ne nous incluent pas dans les mesures d'urgence. Quand dans les faits, on est aussi structurant que les autres systèmes dans l'organisation, puis on n'est pas encore autre dans surtout en France, les entités réglementées, les OIV notamment, c'est peu, puis c'est la réglementation qui les oblige. Justement, ils le feraient juste pas. Là. Ah oui, c'est certain, oui. Que ce soit OIV en France ou critique à l'infrastructure de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le même sujet, effectivement. Si c'était pas réglementé, ils le feraient pas. Et c'est pour ça aussi beaucoup d'ailleurs, hein, comme tu disais, embauche des anciens des corps que tu as cités pour les aider justement à comprendre ça. Et très souvent, et là je te rejoins complètement, j'ai très souvent constaté que les équipes de gestion de crise en entreprise ne savent pas du tout parler de cyber et n'intègrent même pas dans leur gestion de crise, dans leur plan, même dans leur procédure, ne les intègrent même pas. Et du coup, nous souvent, on est souvent obligé de conseiller de soit à les intégrer, soit créer un plan de gestion d'incidents, de crise de vulnérabilité cyber, pour qu'ils aient leur propre capacité de réaction, et qui viennent parfois en concurrence avec les gestions de cellules de crise classiques, mais qui doivent s'entraîner de manière qu'on sort. Et souvent, quand on arrive à aller faire les deux, qu'on arrive à mettre les deux autour de la table, du coup, on comprend que finalement, les besoins sont relativement proches et qu'il y a une nécessité en fait à ce que l'écosystème travaille ensemble quand il y a une gestion d'un incident qui soit physique, naturel ou cyber. Parce qu'une crise, ça reste une crise, c'est une notion qui sort de l'urgence et c'est une notion du fait que c'est quelque chose qui n'était pas prévu, qu'on ne sait pas réagir, sur lequel on n'a pas capacité à réagir tout de suite. Oui, tout à fait. Puis c'est ça. Bref, faut éviter, à mon avis, il faut éviter de réinventer la roue, mais oui. Je te laisse continuer. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, en revenant sur l'investigation pure, parce que c'est le sujet, l'objectif, donc, c'est, si on reprend un petit peu, hein, c'est de l'ordre, des bons ordres, une méthodologie avec des enquêteurs qui soient capables de s'impliquer dès le début, dans les outils, dans les procédures, dans les autres systèmes organisationnels, comme on vient de citer, crise, plan de retour, analyse de risque, investigation technique, etc., qui soient capables d'être connus de tous et de comprendre chacun son métier, de faire des veilles juridiques, de rajouter un vrai entraînement régulier pour travailler. Et là, on a déjà une bonne base de ce qui pourrait être une investigation et comment la mener. On pourrait poursuivre après avec qu'est-ce qu'on en fait de cette investigation-là. Mais qu'est-ce qu'on en fait, ça peut être soit porté au niveau judiciaire, soit sinon comprendre aussi pourquoi on s'est fait attaquer.
certains, comme tu l'évoquais en début, ne s'y intéressent pas et veulent simplement la production. D'autres, prenant du recul avec peut-être un peu plus de stratégie ou ayant déjà vécu par ailleurs, vont vouloir savoir si c'est un concurrent qui les attaque, si c'est une erreur, si c'est une vraie malveillance, est-ce que c'est un contexte économique, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est voilà. Donc du coup, effectivement, comprendre le problème c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est pas la volonté de tout le monde, et c'est le gros travail qu'on a à faire en termes de sensibilisation, de maturité, et qu'on fait finalement un petit peu là en direct. Oui, puis c'est une très belle façon de résumer et de conclure l'épisode, cette façon-là d'aborder. Je te remercie énormément pour ce partage encore une fois. Ça aide à éveiller les consciences, puis je pense qu'on va, pour le bien de tous, ça va améliorer notre posture globale. Ouais, complètement. Effectivement, je pense que la cyber change un petit peu de nature. On a beaucoup parlé de technologie ces dernières années. Je crois que la première étape, ça va être la méthode et la culture et la capacité de prendre des bonnes décisions. Et là, pour le coup, l'investigation aura un rôle central à jouer. Et je te rejoins sur le constat. Merci.